Vous savez, il y a la page, le lit, la chambre. Quand il y a 15 jours, donc l'inventaire des lieux où j'ai dormi, c'était dans le chapitre chambre. Et ensuite, il passe à l'appartement. Et là, on va le regarder, hop là, directement. Donc l'avant-propos et cette histoire des quatre couleurs, là, j'ai pas fini d'y penser à ce truc. Euh, le lit, la chambre, l'appartement. Et donc là, c'est un des seuls qui fait des petits numéros entre, comme s'il travaillait par fragments. Là, c'est intéressant aussi comme ce genre de choses-là, par exemple, ça, c'est une proposition d'atelier d'écriture que moi, j'ai jamais utilisé, mais se dire prendre un mini-lieu comme ça, avec, vous voyez, en plus, ça ouvre salle de bain, entrée, salle à manger. Hop là, pourquoi il me change la mise en page? Bon, mais ça fait rien. Mais avec ce jeu comme ça sur une journée, moi je l'ai fait avec un texte de Jacques Roubaud sur euh, des lieux où il se passe quelque chose dans une ville, dans euh, cette, ce balayage comme ça avec par quart d'heure par quart d'heure. Alors pourquoi il me met une... Vous êtes en train de partager votre écran. Truc, ok, voilà. Mais ça, typiquement, vous voyez, c'est des choses d'atelier que je pense totalement utilisables et qui sont, enfin en tout cas, où tout reste encore à inventer. Il y a ce chapitre sur l'espace inutile que, je ne sais pas si vous l'avez lu ou regardé, mais c'est une espèce de paradoxe. Un espace sans fonction, non pas sans fonction précise, mais précisément sans fonction. Et puis, partant de là, tu vois, c'est pas un débarras, c'est pas une chambre supplémentaire, ça sert. Mais comment ces espaces, ces trucs inutiles peuvent avoir un rapport à la littérature fantastique, par exemple dans Dostoïevski, dans Le Golem, dans Le Seuil de Borges, c'est typiquement ce genre de textes qui sont euh, des- enfin, comme des espèces de petites boîtes où on peut énorme. Il y a toujours quelque chose à en sortir. Le parvis, par exemple, là, sans parler des gravures d'Escher ou des espaces de Magritte, le rapport, le rôle du parvis, par exemple chez Racine, on a typiquement là l'utilisation d'un espace inutile. Il y a ces listes là, et c'est ça qui est intéressant dans espèce d'espace, c'est que déménage, c'est qui il cherche pas, lui, à fusionner ou à corriger. Déménager, bon, bah, il fait ce premier travail, et ça aussi, c'est des mines de méthodologie quand on anime des ateliers d'écriture, un inventaire des expressions, par exemple le livre d'Olivier Rollin, là, qui s'appelle Vider les lieux, et puis en même temps qu'il commence à mettre des expressions, ben, hop, ça devient des verbes, et puis il s'aperçoit que les verbes eux-mêmes, ça peut devenir un texte, mais ensuite, ah, j'ai fait déménager. Eh ben, emménager, je pars uniquement sur les verbes. Et cette liste, je ne sais pas si vous l'avez faite à voix haute, par exemple, mais là aussi, moi, j'ai fait des ateliers incroyables avec ces espèces comme ça d'accumulation uniquement d'infinitifs et comment par la lecture orale à haute voix, évidemment, ça devient récit alors que syntaxiquement, c'est uniquement une accumulation. Et le mystère de la fin de l'appartement, c'est que donc on a, hop là, c'est un des chapitres qui est long dans Espèce d'espace. Donc ces premiers fragments qui sont plutôt des anecdotes. Un de mes amis a formé le projet de vivre un mois entier dans un aéroport international. Ben non, c'est pas l'appartement, ça. Euh, une chambre, c'est une pièce dans laquelle il y a un lit, etc. Qu'est-ce qui définit, par contre, la notion d'appartement? Tout, et là encore, le rapport presque mathématique, tout appartement est composé d'un nombre variable mais fini de pièces. Chaque pièce a une fonction particulière. Donc sa liste, là, revient ici, soit OK. Et l'espace inutile, les deux accumulations emménager, déménager.
Et ensuite, on a trois petits mini-chapitres, donc qui ne sont pas numérotés, mais qui incluent un sous-titre, mais qui sont toujours dans l'appartement, porte, escalier, mur. Et première bizarrerie, c'est qu'ensuite on passe à l'immeuble, porte, escalier, mur. A priori, même Pérec aurait pu penser que logiquement, il aurait dû mettre une page qui s'intitulerait Fenêtre. Donc déjà, nous, on va partir sur cette absence. Et le chapitre qui s'intitule, alors, par exemple, Escalier, on ne pense pas assez aux escaliers, on devrait apprendre à vivre davantage dans les escaliers, mais comment? Euh, Nous, c'est il y a 3-4 ans, on avait fait une proposition uniquement sur cette page, c'est la seule d'espace où Pérec laisse tout un espace blanc. Ensuite, comme s'il nous disait, bon, ben, vas-y, gribouille sur le livre et puis complète la page. C'est vraiment la seule où il n'utilise pas son livre en noircissant globalement l'espace. Et nous, on était partis là-dessus il y a 3-4 ans et on l'a même publié ensemble, le livre, avec toutes les contributions sur Escalier. Euh, sur Porte, bon, d'accord, on se protège, on se barricade, les portes arrêtent, se séparent, la porte casse l'espace, il faut un mot de passe, etc. Le film Planète Interdite fait. Il ne s'agit pas d'ouvrir ou de ne pas ouvrir sa porte, laisser sa clé sur la porte. S'il n'y avait pas de porte, il n'y aurait pas de clé. Et il part dans une espèce de variation sur une, une- un- une maison ouais, de Frank Lloyd Wright, euh, sur Hmm. des intérieurs avec des chicanes, des choses comme ça, et des transitions avec l'extérieur. Le sentier devenait pierreux, etc. Mais où la maison a été construite en évitant toute porte, y compris dans le rapport intérieur-extérieur, pas seulement l'intérieur des pièces. Et c'est tout, il s'arrête là. Alors, dans cette histoire de porte et d'absence de fenêtre, évidemment, il y en a plein qui se sont glissés. Par exemple, je parlais de Olivier Rollin, il a fait un livre qui s'appelle Suite à l'hôtel Cristal, ouais, c'est ça, où pendant plusieurs années, chaque fois qu'il allait dans une chambre d'hôtel, puis comme lui et son frère, ils gagnaient leur vie en tant que reporter pour Libé, pour Air France ou d'autres magazines, les chambres d'hôtel, ça valsait, et de faire une description intégrale de la chambre d'hôtel, le poste de télé éteint, le chauffage et le radiateur et ces machins-là, les meubles, les décorations sur le mur, et toujours chaque truc finissait par il y a quoi de l'autre côté de la fenêtre? C'est-à-dire que ce qui faisait tenir le suite à l'hôtel Cristal d'Olivier, c'est cette suite de vues arbitraires de fenêtres depuis des hôtels pris euh, arbitrairement pendant 2 ou 4 ans. Et ensuite, il a fait autre chose fictionnellement. Un autre livre pour moi dont je me sers très souvent, enfin dont je me suis servi des tas de fois en atelier, c'est Raymond Bosier qui habite juste à côté. Où est-ce qu'il était? Il était là tout à l'heure de Laurent. Lui était prof de lettres et puis ensuite CPE au lycée de la Mer à La Rochelle, enfin, à La Palisse. Mais bon, c'est pas loin d'où Laurent nous écrit ses textes. Et Bosier avait fait donc ce truc. Il y a une trentaine de tous les chapitres euh, partent d'une fenêtre. Alors, j'ai mis un petit extrait. Attendez, on va c'est celui que je vais vous mettre en. Non pas comme modèle, c'est là où je vais, c'est ce que je voudrais arriver enfin, c'est là où je voudrais arriver très vite, hein. Je reprends le zoom et partager, voilà, l'aperçu de Beausier. Baie vitrée d'une cafétéria. En fait, en gros, c'est le supermarché où justement, en tant que prof, ils se retrouvent Euh, entre midi et deux pour aller casser une croûte pas chère avant de reprendre
le lycée, premier étage d'une maison individuelle, zone portuaire de la Palisse. Vous voyez, le livre il date de 2001. Euh, et là, c'est pareil, c'est uniquement bon, ce qu'il voit de sa cuisine. Euh, D'autres fois, c'est des choses en mouvement, des, des pare-brises de bagnole, par exemple, sur le trajet entre chez lui et le lycée. Donc, la fenêtre fixe du pare-brise inclut un paysage qui, lui, est mouvant. Et hôtel, septième étage, etc. Il était représentant syndical des lycées au ministère là, de l'Agriculture et de la Pêche. Donc, il allait souvent à des réunions à Paris pour ça. Fenêtre d'appartement côté cour, rue Nollet, Paris, maison des gens de mer, Boulogne-sur-Mer, quand ils avaient des trucs interlycées, encore un hôtel, etc. Télésurveillance, pare-brise, ce dont je vous parlais, cette baie vitrée de trucs, etc. Bon, nous, ça c'est Beauzier, et avec 30 choses arbitraires comme ça. Fenêtre sur l'espace de vie qui est le vôtre, l'exploration aussi syntaxique à laquelle il se livre. Pour moi, c'est un bouquin bon, qui est quand même une réalisation plus que singulière et dont je me suis servi plein de fois avec plus que du bonheur, mais ça nous redonne pas les portes. Alors les portes, c'est pour ça que je vais vous mettre le truc de Beauzier. Dans ma pauvre bibliothèque là, j'ai rien qui me permet de vous dire, tiens, on va s'appuyer sur ce texte. Et en tout cas, espèce d'espace, peux vous remettre la version EPUB, je vais vous remettre la version EPUB complète. Euh, pour moi, c'est pas un texte qui nous sert à démarrer quelque chose d'écriture. Par contre, dans l'expérience de Pérex, qui a toujours Proust qui est pas loin, et dans le début de la recherche, il y a mais ça vient très vite. Je ne veux pas l'ouvrir là, parce que pour aller, pas le temps, mais euh, c'est ouais, c'est vers troisième, quatrième page. C'est vrai que le Proust démarre donc sur l'endormissement, la joue sur l'oreiller, les persistances rétiniennes, et immédiatement, lui vient que ces maisons qui étaient celles de l'enfance, il n'a aucune possibilité de s'en souvenir consciemment. Par contre, l'image qui lui revient, enfin, c'est pas une image, c'est la voix de sa vieille grand-tante qui lui lisait une histoire qui était toujours la même, l'histoire de Golo et de le chevalier bleu et tout ça, et qu'en même temps, c'était un petit bandeau de lanternes magiques où il y avait les quatre figures du chevalier qui venait chercher sa belle, s'accrochait à ses cheveux, etc. Et l'histoire, la voix, en fait, est tellement monotone, puisque l'histoire, il la connaît par cœur, mais ce dont il se souvient, c'est que lui prenait la lanterne magique et jouait avec le petit truc là, à passer au milieu pour brouiller les couleurs, et qu'il surtout, il déplaçait l'image de la lanterne magique partout sur les murs, et donc elle devenait totalement floue, elle passait sur les rideaux, les angles et tout ça. Et par contre, il y avait un seul endroit pour lequel c'était net, c'est quand l'image de la lanterne magique passait sur le bouton de porte. Et quand elle passait sur le bouton de porte, là, le bouton lui-même, cette espèce d'ovale en laiton et c'est justement la discussion qu'on avait à Élise, qui habite juste à côté de Illiers-Combray, qui est allé visiter. Là, ils ont refait à neuf le musée qui était 1954. Et moi, dans ce musée, ce que j'aimais, c'est justement les poignées de fenêtres, les poignées de portes, les petits commutateurs électriques, parce que 1954, c'était exactement les deux maisons de chez mes grands-parents. Et donc, je retrouvais le même décalage de Proust que lui décrit dans ce truc-là. Et donc, j'ai très peur, moi, d'aller à Illiers-Combray parce que s'il n'y a plus les interrupteurs électriques et puis les poignées de porte en laiton, ben, je serais malheureux. Et elle m'a dit qu'il fallait que je prenne le risque d'être malheureux, donc je le prendrai. Mais juste ça, dans Proust, à ce moment-là, la porte et le fait que l'image de la lanterne magique devienne nette juste sur le petit bouton de laiton de la porte, eh bien, il ouvre la porte et à ce moment-là, il peut commencer à reconstruire la maison de Combray. Et vous savez qu'il y a ce texte qui s'appelle Journée de lecture
qui est texte aussi totalement canonique, qui publie en préface là, cette traduction hop là, aidez-moi, Pierre de Venise, là, oh, j'ai le nom sur le bout de la langue. Allez, tout le monde, cet esthète anglais là qui a fait les pierres de Ruskin? Ruskin? Ruskin, merci Betty. Et donc c'est en préface, et cette préface c'est comment dans la maison, selon les saisons, selon les heures du jour, l'attente du repas, les heures d'après-midi, il se déplace et c'est dans chaque endroit est associé à une lecture. Et pour construire Combray, en fait, il reprend ce texte comme matrice, texte qui fait 20 pages, et il en fait un texte de 400 pages qui est l'exploration de toute la maison, mais en utilisant ce truc comme matrice. Mais pour que la maison devienne accessible, non pas à la mémoire, mais à l'écriture, qu'on reconstruit la mémoire d'après l'écriture, c'est en décrivant le bouton de porte. Voilà, moi c'est là-dessus, c'est ce que je voulais vous proposer. C'est-à-dire, je me souviens qu'une fois, j'avais fait avec soit plutôt en stage ou plutôt avec des étudiants, peut-être Chambéry comme ça, en disant, c'est, et là on est quelque part dans la proposition, se dire, Pérec ne l'a pas fait, lui il vire les fenêtres et Porte, il nous met un texte finalement banal, mais ce bouton de porte de Proust, euh, pour nous, si on pense à tous les livres où franchir une porte prend un sens énorme. Je parlais la nouvelle Le Seuil de Borges, mais la porte rouge dans bah, le- euh, dans le golem de Mérink, vous savez, c'est de temps en temps il y a du brouillard et on peut passer là, on peut on peut franchir une porte. Enfin, euh, il y en a plein et plein et plein de portes comme ça dont le franchissement prend aussitôt un truc symbolique. Et moi, on avait fait une super belle séance d'atelier. C'est pour ça que j'avais aussi envie d'y revenir en disant si chacun va chercher ces 5 portes, ces 6 portes qui ont été importantes à telle période, tel moment comme ça. De l'enfance, enfin, quel que soit le. C'est pas un truc pour travailler sur l'autobiographie, c'était seulement travailler sur une porte, un portail, et dire, ben, on peut partir sur 4 ou 5, et qu'est-ce que ça nous ouvre, ou si on ne l'ouvre pas même, justement. En quoi la porte, c'est l'accès mental à ce qu'elle symbolise, ou ce qu'on peut atteindre de l'autre côté. Et donc ça, je l'avais proposé, ça a été magnifique. Et si ça vous va, allez-y. Mais je voulais vous proposer encore justement ce coup du bouton de porte de Proust. C'est-à-dire si vous sélectionnez pas 3, 4 ou 5 portes, et moi je sais très bien lesquelles je pourrais choisir. Et c'est toutes les matières, c'est les rugosités, c'est les couleurs, c'est les charnières, c'est l'envers, l'endroit, s'il y a un porte-manteau vissé dedans ou un petit miroir, et puis si ça grince ou si ça fait du bruit, et si c'est un palier ou s'il y a un petit œilleton, et toutes ces perceptions ou les clés, etc. On refabrique un univers, et c'est grandeur nature, c'est quand même un truc qui est plus grand que la page ou que votre écran, euh, mais qui se préoccupera du détail, du détail, du détail, du détail, jusqu'à ce que la porte devienne une espèce de portail infranchissable. C'est ce que vous vous souvenez probablement au milieu du procès de Kafka. C'est que Kafka, il y a la scène d'ouverture avec l'arrestation et il y a la scène de fin avec les 2 bourreaux qui emmènent le type dans un terrain vague pour les zigouiller. Et Kafka, il disait toujours, il dit, moi, j'ai pas voulu que ce roman soit publié parce que j'avais l'ouverture, le début et la fin, j'avais la scène du milieu, mais tous les autres chapitres, toutes les autres scènes, à l'intérieur du livre, je pouvais les permuter, ça n'avait aucune importance. Et pour lui, c'était scandaleux parce que par exemple, dans Dickens, il n'est jamais possible d'intervertir des paragraphes, des chapitres. Donc c'était une atteinte à la linéarité du livre qui pour lui était inacceptable. Et par contre, la scène le centre, il a un rendez-vous dans la cathédrale de Prague. Le narrateur, le K, là, le Joseph K, euh, le,
la personne qui lui avait donné rendez-vous ne vient pas, il s'endort et il a un rêve, et le rêve, c'est attendre devant la porte. Et il y a un gardien qui garde la porte fermée, et quand le type meurt, à ce moment-là, le type lui dit, cette porte, elle était que pour toi, et tout ça. C'est un texte canonique, le seul moment du procès d'ailleurs que Kafka a publié en nouvelle, mais cette force symbolique, est-ce que nous, on peut la retrouver? C'est-à-dire que vous choisissiez une porte. Alors, il y a ceux qui font du théâtre, je vois Clarence dans le coin, qui dit, ah ouais, nous, le théâtre, c'est facile, on met un encadrement, vous allez dans les studios de radio, il y a des fausses portes qui claquent. Ben, ça peut être aussi une... Voilà ce que je voulais vous proposer. Je vous mets le texte de Bozier, mais franchement, c'est pas du tout pour servir de modèle. Je vais vous remettre espèce d'espace. Je peux même vous mettre éventuellement le texte uniquement le chapitre de la porte. Là, je peux le faire vite, un extrait, mais pour moi, il donne pas de piste d'écriture, alors que cette idée seulement de prendre le bouton de porte de Marcel Proust et de là d'aller trouver le plus de détails possible dans les matières, ça, je l'ai jamais fait et je me disais que ça pourrait valoir le coup d'essayer. On pourrait faire une anthologie des portes dans la littérature aussi. Je suis sûr que moi, j'ai donné deux exemples. Je suis sûr que pendant que vous écrirez, pas que vous écriverez, moi, je vais en trouver encore 30 autres en disant, ah, mais pourquoi tu n'as pas dit ça et ça? Voilà, si ça vous va, donc vraiment, euh, la surprise, elle sera dans 40 minutes. Si c'est trois ou quatre portes, c'est la solution, j'allais dire confort, parce que c'est ce qu'on fait si on a une classe de collège et qu'on y va. Et nous, se dire à quel moment ce truc-là, on peut euh, aller le rejoindre dans sa force symbolique. Justement, on ne saura jamais ce qu'il y a derrière. Je sais pas si vous vous rappelez le film de Buñuel, là, L'Ange exterminateur, avec ces gens qui ne peuvent pas sortir de la pièce où sont retrouvés pour manger. Et la, la jonction à l'extérieur est toujours ouverte. Et tout le film de Buñuel tiendra sur le truc. Qu'est-ce qui fait que ces gens ne peuvent plus passer l'espace qui les relie à l'extérieur? Voilà, il est 44. Comme on a tout décalé d'un quart d'heure, on lira les textes euh, de 20h45 à 21h30, trois quarts d'heure de lecture. Donc ça vous fait même ouais, 40 minutes d'écriture. Et puis vous m'envoyez les textes qui sont comme ça à partir de 20h30. Enfin, bon, en tout cas, je commencerai à les mettre en ligne à mesure que je les... désolé du côté brouillon, cet atelier, enfin ça viendra à mesure qu'on maintenant on va faire ça toutes les semaines. Donc moi c'est toujours une réponse aussi aux textes qui viennent. Par contre, ce truc de porte, il y a vraiment quelque chose formidable, enfin totalement confiance que il va y avoir de la surprise.